Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Alexandre Orlov. Il a été ambassadeur de Russie en France entre 2008 et 2017 et il est secrétaire général du dialogue de Trianon. Monsieur Orlov, merci. Bonjour. Alors, il y a une conférence sur la paix qui s'est tenue en Suisse à la demande de l'Ukraine, mais sans la Russie. Dans ses conclusions, cette conférence suggère que éventuellement la Russie pourrait être invitée à une seconde conférence. Est-ce que c'est une bonne démarche ou est-ce que, comme les officiels russes l'ont fait, vous la dénoncez? Tout d'abord, je crois que c'est assez significatif que le communiqué final de cette conférence ait été finalement signé uniquement par les pays de l'OTAN et tous les autres pays, et surtout les pays qui font partie du BRICS et de Sud Global, se sont distancés. Je crois que le format qui a été choisi, ce n'est pas un format pour arriver à la paix. Si on veut arriver à la paix, il faut négocier entre les belligérants. Ce que propose la Russie, ce qu'a proposé le vendredi dernier le président Poutine, négocier la paix avec l'Ukraine. Par contre, sans doute, après, cette paix doit être garantie par la communauté internationale. Et d'ailleurs, le projet de l'accord qui a été paraphé par les deux pays, l'Ukraine et la Russie, il y a 2 ans à Istanbul, prévoyait justement les garanties de cet accord de paix de la part des membres permanents du Conseil de sécurité. Et moi, je crois que si un jour, sans doute, on arrivera à signer la paix avec l'Ukraine, cet accord de paix sera garanti par le Conseil de sécurité et pas par une conférence en Suisse. Alors, vous pensez vraiment que la paix avec l'Ukraine est réaliste? On est en pleine guerre. Les propositions de Vladimir Poutine, il a proposé une offre de cessez-le-feu, à condition que Kiev se retire des 4 régions annexées par la Russie en septembre 2022, renonce à devenir membre de l'OTAN. Zelensky a dit, le président Volodymyr Zelensky, que ce n'est pas une négociation, c'est une reddition. Non, ce n'est pas une reddition, ce sont des réalités. Vous savez que j'ai déjà dit qu'il y a 2 ans, les deux pays ont mené des négociations en Turquie. Ils ont beaucoup progressé. Et alors, Poutine, quand il a reformulé ses propositions le vendredi dernier, il a dit « Nous sommes prêts à reprendre le projet d'accord qui a été paraphé par les 2 délégations en tenant compte de nouvelles réalités sur le terrain. » Et depuis, les 4 régions se sont rejoints la Russie. Je peux vous dire que c'était fait après, disons, en tenant compte de la volonté des habitants de ces régions. Ça n'a pas été reconnu par la communauté internationale. Oui, on a dit que ça a été imposé. La Russie a imposé ses vues. Et vous ne contrôlez pas d'ailleurs toutes ces régions. Et vous savez, pas encore. Pas encore. On va les contrôler. Mais justement, pourquoi vous êtes si optimiste? Je crois, parce que la Russie est tellement forte qu'elle va gagner. On a surtout vu les faiblesses de la Russie jusqu'à aujourd'hui, non, monsieur l'ambassadeur? Je ne vois pas beaucoup de faiblesses. Surtout, vous savez que sur le plan militaire, le pays, la Russie, est complètement mobilisée. Elle est déterminée d'aller jusqu'à la victoire finale. C'est quoi la victoire finale? La victoire finale, l'occupation complète de l'Ukraine ou une partition du pays? Non. Ce sont les objectifs qui ont été fixés tout au début de cette opération, c'est-à-dire le statut neutre de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine et la protection des Russes qui habitaient dans l'est de l'Ukraine. Et vous savez... Donc l'annexion de ces 4 régions? Oui, bien sûr. Ça, c'est une chose faite. Donc une partition de l'Ukraine. Et définitive. C'est définitif. Vous savez bien que les Ukrainiens ne vont jamais l'accepter, les Américains encore moins, les Européens pas du tout. Écoutez, jamais, moi je ne dirais pas jamais, puisque de toute façon, si on prend l'histoire, elle a eu toujours des changements des frontières, et l'Ukraine, dans sa composition actuelle, était un État assez artificiel. Il aurait pu éviter les problèmes qu'ils ont aujourd'hui si, quand ils sont devenus un État indépendant, ils choisiraient le modèle fédéral du pays pour garantir les droits de toutes les ethnies qui vivent en Ukraine. Ils n'ont pas voulu. Et après le coup d'État de février 2014 à Kiev, ils ont commencé à persécuter les Russes qui vivent à l'Est. Mais ça, beaucoup considèrent que c'est une excuse de la Russie pour conquérir l'Ukraine, que finalement, cette partition du pays pourra après s'étendre à Kiev et à d'autres, parce que c'est ce que la Russie voulait faire au début de la guerre. Justement, dans les dernières propositions de Poutine qu'elle a fait vendredi dernier, pour la première fois, il a dit que la Russie est prête à limiter
disons, ses gains territoriaux uniquement par ces 4 régions. Il ne veut pas aller au loin. Ni renverser Zelensky? Non, non, pas Zelensky. De toute façon, Zelensky, son mandat est expiré il y a un mois. Et sa légitimité, elle est très douteuse. Et nous pensons que le seul organe légitime actuellement en Ukraine, c'est le Parlement, avec qui nous sommes tout à fait prêts à négocier cet accord de paix. La Russie est donc, pour vous, clairement en train de gagner la guerre, malgré toutes les armes occidentales qui arrivent Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez... Bien sûr, ce n'est pas évident pour la plupart des observateurs. Mais il y a encore une chose qui est très importante. Je crois que ce qui est intéressant dans la proposition de Poutine, s'il propose que l'armée ukrainienne se retire elle-même de ces 4 régions, elle pourra économiser des vies de ses soldats. Vous savez que chaque mois, l'Ukraine perd 50 000 hommes. 50 000 hommes. Et alors, si on arrête... La Russie perd aussi beaucoup d'hommes. Oui, mais 5 fois moins. Les rapports qui ont été donnés, c'est 1 à 5. Et alors, bien sûr, nous voulons aussi économiser nos vies. Et c'est pour ça que si on veut sauvegarder les vies de ces gens, il faut arrêter. De toute façon, l'issue de cette guerre, pour moi et pour la plupart des Russes, elle est tout à fait certaine. Pas pour les Occidentaux. Est-ce que vous considérez que l'OTAN est d'ores et déjà en guerre contre la Russie? Je pense que oui. Je pense que oui, puisque progressivement, les pays de l'OTAN ont commencé à participer vraiment à la guerre, puisque non seulement ils livrent des armements qui atteignent maintenant les cibles à l'intérieur du territoire de la Russie, ils ont envoyé leurs instructeurs sur place qui forment les troupes ukrainiennes. Il y en a combien, d'après vos informations? Les chiffres, je n'ai jamais entendu dire, mais c'est une certitude qu'il y a déjà des instructeurs. Seulement des instructeurs ou des troupes qui se battent aussi? Il y a des instructeurs et, comme on dit, des volontaires, des mercenaires. Oui. Mais alors, là, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que l'OTAN est entré en guerre contre la Russie. La France est entrée en guerre contre la Russie. Et la France, malheureusement aussi, elle fait partie de l'OTAN. Les relations que vous connaissez bien entre la France et la Russie sont au plus bas. Est-ce qu'on se dirige vers une rupture entre les deux pays, diplomatique en tout cas? Non, je ne pense pas qu'on va se diriger vers une rupture diplomatique, puisque après la rupture diplomatique, le prochain pas, c'est la guerre. Non. Mais c'est vrai que les relations entre nos deux pays sont au plus bas. Au plus bas, il ne se passe rien dans ces relations. Ah si, elles se continuent à se dégrader. Et oui, elles continuent à se dégrader. Et à mon avis, c'est perdant-perdant. Chacun perd, mais je crois que la France perd même plus que la Russie. Alors, c'est vrai qu'on entend le président Macron dénoncer de façon vigoureuse Moscou. La France annonce l'envoi d'avions, des Mirage, des instructeurs, peut-être même des troupes. Et à ce propos, le porte-parole de l'ambassade de Russie a affirmé que si c'est le cas, ils deviennent des cibles légitimes. Est-ce que c'est ce que vous craignez? Vous souriez un petit peu. C'est pas le porte-parole de l'ambassade qui l'a déclaré. C'est le président Poutine et le ministre Lavrov qui ont dit oui. Si les troupes françaises seront en Ukraine, elles seront le cible légitime. Les instructeurs qui donc y sont. Les instructeurs, les combattants, tout ce que vous voulez, ils participent directement à la guerre contre les Russes. Et ils envoient des missiles qui, chaque jour, tombent sur les villes frontalières de la Russie. Alors, par ailleurs, Paris dénonce des opérations de déstabilisation. Ici en France, il y a eu plusieurs épisodes, des étoiles de David qui ont été taguées sur des murs, puis des mains rouges sur le mémorial de la Shoah, des faux cercueils de soldats français rentrant d'Ukraine déposés au bas de la Tour Eiffel. Et tout ceci, d'après la France, c'est orchestré par Moscou pour déstabiliser la France. Vous souriez? Non, mais c'est des accusations sérieuses quand même. Non, mais écoutez, c'est assez ridicule, vous savez. D'abord, la Russie n'a pas besoin de déstabiliser la vie en France. La France Pourquoi pas? Si la France est en guerre contre la Russie. La France le fait elle-même très bien sans notre aide. Vous savez, on a vu les élections européennes, on a vu ce qu'a donné. Et puis, il n'y a eu aucune preuve. Jamais on n'a eu aucune preuve. C'est des inventions. Ces actes dont vous avez parlé étaient faits par les Russes.
Ce sont des inventions, bien sûr, qui sont faites pour envenimer encore plus le climat de nos relations. Vous avez évoqué les élections européennes. On a vu le Rassemblement national arriver en tête. Alors ça a provoqué un tremblement de terre politique en France, puisque des élections législatives anticipées doivent arriver très vite. Le Rassemblement national est le favori. On a souvent décrit le Rassemblement national comme étant plus proche de la Russie. On se souvient de Marine Le Pen allant voir Vladimir Poutine, de l'emprunt à une banque russe, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Russie que le Rassemblement national gagne les élections européennes et soit le favori ? Non, écoutez, pour la Russie, bien sûr, observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en France. Et je crois qu'un des résultats de ces élections a été le fait que le président Macron a mis au centre de sa campagne électorale, justement, la guerre en Ukraine contre la Russie, et il a perdu. Je crois que ce n'est pas peut-être la raison principale, mais c'est une des raisons. Et là, ça nous intéresse. Pour le reste, quand vous dites que ça vous intéresse, c'est une bonne nouvelle pour la Russie. C'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, mais c'est pas le fait que c'est le Rassemblement national qui a gagné, mais le fait que cette thèse n'a pas été soutenue par les Français. Dernière question, Alexandre Orlov. Récemment, il y a une réunion du G7 où une décision a été prise de faire un prêt à l'Ukraine qui est gagé sur les intérêts des avoirs russes gelés. La plupart sont en Europe occidentale. On parle de presque 300 milliards de dollars. Est-ce que cela va rester sans conséquence pour l'Occident? Non, bien sûr, ça ne peut pas rester sans conséquence pour les pays occidentaux, parce que nous considérons que c'est de l'arnaque, c'est du vol. Et bien sûr, nous allons prendre des mesures de rétorsion. Et vous savez qu'il y a aussi, à peu près pour la même somme, les intérêts, les actifs occidentaux en Russie. Et notamment, il y a encore quelques sociétés françaises qui sont présentes en Russie, comme Sugden, Bonduelle, Lactalis, qui peuvent perdre leurs actifs en Russie, qui peuvent être nationalisés en contrepartie. C'est-à-dire, c'est vraiment. Donc la Russie va saisir des actifs de sociétés occidentales ? Oui. Bien sûr, puisque si l'Occident saisit nos actifs, on va répondre par les mêmes mesures, par la réciprocité. Alexandre Orlov, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.